Bienvenue à vous sur le plateau d'Eco-Azur. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous consacré à l'économie locale. Nous allons parler cette semaine d'un métier magnifique qui est celui d'architecte du paysage avec l'une des agences poids lourds, désormais à l'international. Quand je dis désormais, c'est que ça fait plus de 40 ans que l'agence Farrago existe. Donc ce ne sont pas des débutants, mais la belle histoire aussi, c'est cette transmission entre un père et un fils qui sont avec nous sur ce plateau. Alain Farrago, bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, votre fils César, qui a travaillé dans des cabinets d'architectes, mais qui aujourd'hui prend en main la destinée de cette agence, qui a travaillé sur des projets aussi divers et variés que le projet Ikea à Nice par exemple, le projet de Joya Meridia qu'on verra tout à l'heure, des jardins privés, des hôtels particuliers, et ça partout dans le monde. Donc voilà, on verra avec vous, vous nous donnerez quelques exemples aussi de réalisation. Et puis l'intérêt, pour une fois, on ne va pas parler tellement chiffres d'affaires, perspectives de croissance, on va aussi parler passion, parce que l'économie, c'est aussi des métiers, et des métiers qui, dans ce cas-là, sont des métiers de passion. Je vais commencer avec vous, Alain. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce métier, cette agence, et finalement son cœur de métier ? Alors, le cœur de métier de la profession du paysage tend à devenir une valeur qui se retrouve dans l'ensemble des critères de l'aménagement de l'urbanisme, de l'aménagement des villes, de l'aménagement des espaces extérieurs. Le paysage, en fait, on le retrouve partout. On le retrouve dans l'économie, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans les lieux qui font rêver. Donc c'est une valeur qui est de plus en plus importante. Alors c'est un métier dans lequel vous avez baigné tout petit, César, forcément. Vous avez quand même commencé, vous, par travailler dans les cabinets d'architecture plus traditionnels, on va dire chez Jean-Michel Wilmotte, je crois, notamment. Ça a toujours été une évidence pour vous de suivre cette voie-là, ou à un moment dans votre adolescence, vous avez hésité ? Non, c'est un univers dans lequel j'ai été baigné tout petit, parce que l'agence de mon père, c'était un peu la garderie après l'école. Donc j'ai appris et j'ai regardé très jeune comment ça fonctionnait. Et ensuite, à la base, je voulais faire architecture navale, parce que je faisais beaucoup de régates de bateaux. Et ensuite, je me suis orienté vers l'architecture de bâtiments. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure dans l'acte de concevoir que le contexte était extrêmement important. Et que mon raisonnement, il allait plus de l'extérieur vers l'intérieur que de l'intérieur vers l'extérieur. Donc au fur et à mesure, je me suis rapproché involontairement du métier de mon père. Voilà, parce qu'au départ, le métier d'architecte, comme on l'entend, c'est pas le métier que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes dans un métier de contexte, comme on l'a dit, et finalement vous êtes rabattu dans le couloir au fur et à mesure de par votre expérience. Mais finalement, ça paraît quand même assez naturel, et vous vous êtes découvert aussi au fur et à mesure de ces expériences-là. Le travail du contexte, c'est le travail du beau aussi, du visuel et du végétal, forcément. Donc c'est un travail artistique, finalement. C'est à la fois un travail artistique, effectivement, puisque nous sommes des metteurs en scène de l'espace. Donc forcément, c'est une approche artistique, mais c'est aussi une approche écologique, c'est une approche historique, géographique et forcément botanique. Nous avons à disposition à la fois les hommes, à la fois les plantes, à la fois les matériaux, à la fois la topographie. On travaille sur tous ces C'est ça, il y a quand même un niveau très froid de compétences. Il y en a quand même un paquet qui rentre en jeu là, parce qu'il faut avoir la vision réaliste de la chose, il faut s'insérer dans un projet, dans un environnement qui existe déjà, et il faut rendre tout ça beau, dans le bon sens du terme. Donc c'est quand même compliqué de maîtriser tous ces paramètres. Il n'y a pas de honte à créer de la beauté. Ça, vous avez bien raison, et je dirais que c'est même le contraire. Il faudrait plutôt en être fier. Alors, on va voir quelques réalisations pour quand même se rendre compte véritablement de ce que ça peut donner, et ça nous emmènera sur la diversité du métier. Regardez là, ici, on est à la Seigne-sur-Mer, c'est ça. Je ne sais pas qui veut commenter, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, Alain, peut-être, ce que l'on voit ?
C'est un projet de territoire, c'est-à-dire que ce projet, en fait, est une restauration, une réhabilitation d'un bord de mer, un site balnéaire qui a été complètement abandonné, qui a été malmené et finalement oublié. Et ce projet, en fait, est une renaissance à la fois d'une partie du littoral, à la fois de l'histoire du lieu, puisqu'il a été marqué par notamment Michel Pacha. Et nous avons créé là un parc qui doit faire à peu près une dizaine ou une quinzaine d'hectares, dans un endroit assez magique. C'est la corniche de Tamaris, entre la rade de Toulon et la pleine mer. Et on a fait ce parc ouvert à tout le monde, bien entendu, qui consiste à marier à la fois la plage, l'arrière-plage et un parc botanique. Voilà, et c'est un lieu qui devait garder son aspect naturel, presque sauvage. Je précise que dans cette baie, il y a de très bonnes moules, donc il y a un côté... non mais je le précise à dessein parce qu'il y a un côté très artisanal aussi et millénaire presque dans le travail. Alors, je voudrais qu'on regarde un deuxième projet qui va bien parler aux Niçois parce que c'est un projet phare de l'Éco-Vallée, c'est le projet Gioia Meridia. Et là, c'est l'avis de César qui va m'intéresser parce que là, on est dans ce que nous, profanes, on considère comme un projet architectural emblématique. C'est-à-dire qu'on a un trait, un dessin, un projet qui s'insère dans l'environnement et avec une portée économique. L'apport de l'architecture de paysage ici, c'est de pouvoir disposer des petites touches végétales et rendre le tout homogène. On a l'impression que là, c'est vraiment une science aussi exacte qui vient s'ajouter au côté artistique. C'est ça, c'est un projet de 88 mètres carrés de plancher dans la plaine du Var, où l'idée c'est de trouver une nouvelle manière d'habiter avec l'importance que prend de plus en plus la partie végétale des projets. Ici, nous, on s'est occupé de créer un lien avec 7 architectes, parce qu'il y a 7 architectes sur ce projet-là. Un lien qui a dû se faire par la toiture, où on a créé des passerelles pour relier tous les bâtiments, et de monter la vie sur la toiture, avec, du coup, de retrouver ce que l'on avait avant de construire la plaine du Var, c'est-à-dire les jardins potagers. Donc voilà. on a créé une nouvelle vie, et tout en gardant les racines du terrain. Alors ça doit être fabuleux, vous allez compléter, mais ça doit être fabuleux d'avoir ce pouvoir-là. Là, c'est le regard extérieur. Je sais que derrière, il y a des contraintes, il y a du travail, et c'est pas si idyllique que ça, mais c'est quand même fabuleux d'avoir ce pouvoir-là de vivifier, de végétaliser et de se mouvoir dans un espace comme celui-ci. Tout à fait, mais ce qui est très important, c'est que dès le départ, l'établissement public de la Plaine du Var et la métropole ont intégré la notion de paysage dès le départ du concours. C'est-à-dire que nous sommes co-auteurs avec les 7 architectes de, justement, à la fois tous les espaces publics et les cœurs d'îlots, mais également cette notion dont parlait César, de ce fameux lien social que l'on va installer sur le 6e et 7e étage, de manière à ce que les gens puissent se réunir et partager des choses. D'ailleurs, il y a un des jardins qui s'appelle, parce qu'il y a plusieurs jardins, plusieurs thématiques, un des jardins s'appelle la Mérinde. Et la Mérinde en histoire, c'est le partage, c'est-à-dire on partage le goûter. Et toute la thématique de cette promenade, qui est à la fois écologique, mais qui est aussi sensorielle, qui est aussi pédagogique, puisque les enfants pourront aller visiter, je dirais, les cultures locales, mais en plus celles qui sont des jardins expérimentaux. Donc on a là quelque chose qui va vraiment permettre aux gens de se réunir. Alors se réunir, on peut le faire aussi dans un jardin privé. La transition est un peu cavalière, mais elle va nous permettre de regarder la dernière illustration, parce que ça, c'est un aspect du métier sur lequel j'aimerais vous entendre tous les deux, parce que c'est un jardin privé, c'est ça, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc là, on est dans une mission pour un particulier. Tout à fait. Donc là, on est sur des espaces qui peuvent être, par quoi qu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat, des fois sur certaines propriétés, les espaces peuvent être quand même assez immenses, mais là, on est dans l'accompagnement individualisé d'un projet que j'imagine on réalise
avec un donneur d'ordre, ou en tout cas un propriétaire qui a une idée, et il y a un échange qui s'installe. Totalement. En fait, les jardins, au départ, sont des lieux fermés, mais on se rend compte sur la Côte d'Azur qu'ils s'ouvrent toujours sur quelque chose. Et notamment, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que les jardins ont toujours un lien très privilégié avec le paysage. Essentiellement dans le comté de Nice, essentiellement dans la région italienne, où l'art des jardins a pris un sens très noble. Les jardins que nous créons, en général, sont des jardins à la fois évidemment d'intimité, mais qui ont chaque fois je dirais, un registre, un vocabulaire, une identité. Dans le cas présent, celui-ci est marqué par à la fois l'exotisme, à la fois par le reflet du ciel, mais également par des préoccupations de retenue d'eau, des choses comme ça. Donc on est toujours très près de la nature, sans enlever, je dirais, la finalité, c'est de créer du rêve et de créer du bien-être. Alors voilà pour les quelques projets qu'on a sélectionnés, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, même plus que ça. Une dernière question pour César, parce que création 1978, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, vous devenez donc le capitaine. Vous prenez la barre de cette agence qui a été élevée et qui s'est imposée comme la référence du genre. Quelles sont vos perspectives, vos ambitions ? Est-ce que c'est de faire de la nouveauté dans la continuité, ce qui est toujours très compliqué, ou pas ? Quel est votre projet, votre ambition ? Alors justement, l'idée que l'on a ensemble, c'est pas justement un changement de direction et de cap immédiat. On est justement dans la continuité et dans l'échange ensemble. Donc on aborde tous les sujets ensemble. Il n'y a pas une retraite et un repreneur, comme on peut avoir dans certaines structures. Là, on évolue ensemble et on fait évoluer l'agence de façon douce. Le fait de transmettre à son fils, c'est un aboutissement aussi, finalement ? C'est effectivement un grand bonheur. Puisque ça veut dire que vous lui faites confiance et que Totalement. Vous le considérez tout à fait apte à le faire. Donc c'est une forme de... Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, je dirais, dans la venue de César, c'est que lui, il a une formation d'architecte au sens, je dirais, le plus profond du terme. Et il a des méthodes de travail, et de plus en plus, de toute façon, comme le paysage va devenir à l'égal de l'architecture et de l'urbanisme, il a, lui, toutes ces compétences-là pour justement porter avec des moyens modernes, de porter, je dirais, le message. Puisque nous avons une responsabilité et nous comptons bien la prendre pour que nos paysages soient toujours enracinés, mais soient aussi des créations contemporaines qui sont... à la fois dans l'air du temps, mais en même temps garant d'une certaine tradition, savoir-faire. Voilà, c'est une belle ambition. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans l'agence, c'est que justement, on est sur toutes les échelles. On fait autant des projets de grands territoires et d'aménagement de ZAC que des projets urbains, c'est ça. type place publique, ou d'aménagement immobilier avec des promoteurs et des acteurs de la ville et de comment habiter la ville actuelle, et aussi la chance d'être dans les Alpes-Maritimes avec tous ces clients d'exception que l'on a autour de nous, qui sont au Cap d'Antibes, à Saint-Jean, à Villefranche, à Saint-Tropez, qui nous laissent une carte blanche pour leur créer leur idylle de vacances. Et ça, c'est un beau métier. Voilà, avec un mot de la fin tout à fait d'à propos. Et j'ai envie de dire que c'est reparti donc pour 40 nouvelles années d'aventure. On vous remercie en tout cas à tous les deux d'être passés là pour nous présenter la belle histoire de cette agence Faragou. Et on vous souhaite évidemment de durer le plus longtemps possible et de continuer à végétaliser et à rendre beau notre environnement. Entretien que vous pouvez revoir évidemment sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco Azur.